Si vous êtes assidu sur la chaîne, vous avez dû vous rendre compte qu'en 2024, mon décor a pas mal changé. Entre mon ancien studio, un nouveau et même une chambre, il y a eu de la nouveauté. Et la raison est toute simple puisque j'ai déménagé, partant de mon ancienne maison dans laquelle j'étais à Beauvais depuis plus de 5 ans pour partir dans le nord. Mais alors le très au nord puisque je suis à Dunkerque. Nouvelle ville, nouvelle maison, nouvel environnement, mais surtout, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, nouveau setup. La dernière vidéo à ce sujet date d'il y a plus de 2 ans et je me suis dit que c'était intéressant pour vous de voir les coulisses, de voir l'intégralité de mon bureau et pas que. Il y a eu énormément d'évolutions et on va regarder ça aujourd'hui. Donc voilà, là on est dans le studio, c'est le cœur du setup, un endroit que vous connaissez déjà puisque je l'ai un petit peu mis en scène dans mes vidéos depuis le mois d'avril, et c'est un endroit que j'ai construit pour qu'il réponde à 2 objectifs, déjà qu'il soit fonctionnel, mais aussi assez minimaliste. Alors vous allez le voir, il n'y a pas de branchement farfelu aujourd'hui, il y a très peu de domotique, c'est probablement un élément sur lequel je vais me pencher dans les semaines ou mois à venir, mais pour l'instant, j'ai fait simple. Dans tous les cas, si aujourd'hui il y a un produit qui vous intéresse, sachez que tous les produits seront en description de la vidéo avec des liens d'achat. Et aussi qu'il y a beaucoup de produits que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont assez récents et j'ai pas eu le temps de vous les tester sur la chaîne. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et si je vois qu'il y a vraiment un produit qui ressort des commentaires, j'essaierai de le tester en priorité. Bref, j'espère que vous êtes prêts car là, c'est parti. Déjà, qui dit bureau dit, dans mon cas, bureau ergonomique. Ça fait 4 ans que j'ai sauté le pas en achetant un bureau électrique assis debout et je ne peux plus revenir en arrière. Il en existe de plein de marques différentes. Moi par exemple, mon tout premier bureau électrique était de la marque Sanodesk. Et il marche toujours, il est juste derrière moi. Mais le leader dans le secteur, ça reste FlexiSpot. Là, j'utilise un de leurs derniers modèles, le E7, avec un plateau de chez eux aussi en 160 cm. Et autant le bureau est de super qualité, autant le plateau est assez standard, rien de transcendant, voire même un petit peu cher. Mais concernant le bureau, l'avantage d'un de ces bureaux assis debout en électrique, c'est bien évidemment d'avoir un espace de travail qui s'adapte parfaitement à vous et à la hauteur à laquelle vous voulez travailler. Majoritairement, j'utilise ce bureau assis, mais souvent, je suis aussi debout, ce qui est vraiment meilleur pour le dos, les jambes et plus globalement pour la sédentarité. Le montage se fait assez facilement, les informations sont claires, donc on se laisse guider. En plus, le E7 est vraiment très performant, avec un moteur dans chaque pied, ce qui lui permet de soulever jusqu'à 125 kg et de se déployer jusqu'à 123 cm, ce qui est assez énorme. Sans aller jusque là, moi j'ai un écran ici de 11 kg en plein milieu, et ça bouge pas, même tout en haut c'est très stable, donc clairement c'est un indispensable. Avoir un bureau assis debout, c'est bien, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut rester debout en permanence. Et du coup, il ne faut pas sous-estimer sa chaise de bureau. Depuis quelques années, j'étais sur une chaise assez standard et générique que j'avais déjà présentée sur la chaîne. Mais je sentais bien que le maintien n'était pas aussi bon au final. Un ami m'a parlé de la marque SIO qui propose un super catalogue de chaises ergonomiques avec un bon rapport qualité-prix. Et coup de chance, pile à ce moment, la marque est entrée en contact avec moi pour tester une de leurs chaises. Et me voilà donc en présence de la toute dernière SIO Doro S100, une chaise milieu de gamme pour la marque, puisque trouvable à environ 280 €. Mais pour autant, au déballage et lors du montage, j'ai été impressionné par la densité des matériaux employés. Le plastique est bien fini, c'est lourd et ça respire la qualité. Après, je vous cache pas que j'étais quand même pas mal sceptique. Dans ma tête, il fallait dépenser au moins 800 € pour avoir une chaise ergonomique correcte. Et je suis très exigeant en termes de chaise. Je fais 1m90, j'ai longtemps eu des problèmes de dos et de lombaire, j'ai envie d'un repose-tête et d'une chaise profondément réglable sans pour autant avoir un produit qui couine sous mes fesses dès que je bouge. Et après plus d'1 mois de test à la maison, je suis un peu sur le cul, sans mauvais jeu de mots. Dès que je me suis assis, directement j'ai compris. Peu importe notre taille de 1m50 à 1m90, la chaise elle offre un super maintien pour le dos, les épaules et le cou, grâce à la partie arrière qui peut monter sur 5 niveaux différents. Les accoudoirs vont dans 4 directions et surtout, regardez ces pads lombaires sur ressort, c'est ultra confort et le maintien est fou. La chaise peut aussi s'allonger légèrement jusqu'à 135 degrés si vous voulez regarder un film ou jouer de façon plus chill.
Bref, j'ai tout ce que je veux pour moins de 300 €, et ça, c'est un vrai bonheur. Donc clairement, entre ma chaise et celle de mon pote, à chaque fois, c'est une bonne surprise. Donc je peux vraiment vous recommander Sio E7S100, une super chaise ergonomique, et si elle vous intéresse, je vous mets le lien en description, et normalement, vous avez 6% de réduction. Troisième élément super important de ce bureau, c'est en fait l'écran. Ici, on est sur une toute petite dalle de 42 pouces, qui n'est en fait pas un écran de PC, mais tout simplement une télévision. Moi, j'ai choisi la TV LG C4, un modèle bourré de technologie avec une dalle OLED de 42 pouces en 4K, compatible 144 Hz, avec une luminosité plus que suffisante pour un usage moniteur. Attention à bien avoir suffisamment d'espace entre vous et l'écran, puisque 42 pouces c'est vraiment grand, mais ça offre une expérience en jeu et en montage inégalable. C'est vraiment génial. L'écran est compatible VESA, mais dans un format particulier. Moi, je l'ai installé sur un bras d'écran et je vous mets la référence en description, ainsi que l'adaptateur VESA que j'utilise. Alors, vous devez vous demander pourquoi je suis parti sur une télé et pas sur un moniteur, parce qu'un moniteur PC de 42 pouces, ça existe aussi. Et si je suis parti sur une télévision, c'est parce que j'y vois plusieurs avantages. Déjà au niveau du son, ici on a des haut-parleurs de télé, et donc c'est quand même des haut-parleurs d'assez bonne facture, alors que généralement les haut-parleurs sur un moniteur PC, c'est toujours éclaté. Ensuite, on a ici un système d'exploitation préinstallé avec un processeur, etc. Donc on a ici YouTube, Netflix et tout un écosystème qui fonctionne super bien avec une télécommande, et donc on gagne un petit peu en polyvalence. Et enfin, dernier critère et non des moindres, le prix. Les moniteurs OLED pour PC 42 pouces 144 Hz sont super chers, alors que ici, la C4 commence tout doucement à être trouvable en dessous des 1000 €. Donc pour moi, je voyais pas vraiment de raison de partir sur un moniteur. Cet écran me sert globalement pour mes deux ordinateurs, mon énorme PC de jeu, mais également mon MacBook. Tout le côté applicatif est assuré par mon MacBook Air de 15 pouces avec processeur M3. Un MacBook qui vient en remplacement de mon MacBook Pro M1 Pro, et si c'est clairement une super machine, je suis un petit peu dubitatif sur l'intérêt final du changement. Depuis avril, toutes les vidéos sont montées avec ce MacBook Air et sur le logiciel DaVinci Resolve, et d'ailleurs une vidéo de test à long terme est prévue pendant quelques semaines. Concernant le PC Windows, lui c'est une config assez récente car elle a environ 1 an. C'est une configuration que j'ai montée moi-même à base d'un Ryzen 5 7500F et d'une carte graphique custom 7900 XTX de chez AMD. Le tout est accompagné de 32 Go de RAM et est placé dans le joli boîtier North de chez Fractal Design. Si vous y connaissez un petit peu, vous avez d'utilité sur le choix d'un processeur entrée de gamme avec une carte graphique très haut de gamme, et c'est fait exprès, cet ordinateur ne me sert que pour du jeu vidéo, rien d'autre. Tout le domaine applicatif, le montage, etc., c'est sur le MacBook. Donc ici, c'est un domaine qui demande un petit peu plus de puissance graphique, très peu au final de puissance de processeur. Alors il ne me fallait pas non plus un processeur complètement éclaté, mais là, c'est pas le cas. Le 7500F est un excellent processeur entrée de gamme, et donc ici, le combo me va très bien et il fait tout tourner sans problème. Alors oui, j'aurais peut-être probablement gagné quelques FPS en partant sur un meilleur processeur, mais à quel prix? Non, moi, ce combo me va bien. Mais ce PC, c'est pas mon seul support de gaming. En effet, à côté de ce gros PC, et alors que j'ai longtemps été réticent à me racheter des consoles, l'année dernière, j'ai craqué, et tant qu'à faire, pour la panoplie complète. La plus massive, c'est la PS5 sans aucun doute, même là en édition slim. L'année dernière, je vous ai sorti une vidéo de test complète, du coup j'ai pas forcément grand chose à rajouter, et si vous voulez la voir, je vous la mets en fiche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une super console, puissante, avec un joli catalogue de jeux, et une chouette manette. Elle n'est pas parfaite, loin de là, mais c'est la console qui domine sur cette génération. J'ai acheté la PS5 Slim il y a quelques semaines. Je voulais partir sur la Pro, et c'est pour ça que j'avais vendu ma PS5 Fat, mais vu le prix de la Pro et la présentation désastreuse de Sony, ouais non, j'ai pas été convaincu, et donc j'ai pris une Slim. Reste qu'en 2024, la console est restée souvent éteinte, la faute à un line-up de jeux qui n'a pas forcément su me convaincre après Spider-Man 2, donc à voir sur 2025. À l'opposé complet de la PlayStation, et un petit peu comme le yin et le yang, on retrouve la Nintendo Switch. Une console de salon, mais pas que, puisqu'elle est aussi console portable. Et là pareil, je vais pas vous faire l'affront de vous la présenter, mais quelle console! Et je vais être franc avec vous, la Nintendo Switch, à mes yeux, c'est la console qui m'a redonné vraiment le goût du jeu sur console. Ça faisait des années que je m'étais perdu dans des jeux en ligne compétitifs sur PC, et que j'avais définitivement abandonné l'idée de jouer sur console. Et puis on lance Zelda, on lance Mario Odyssey, et on se prend claque monumentale sur claque monumentale. Alors oui, la console a 8 ans, et la remplaçante arrive dans moins de 6 mois, mais c'est vraiment un must-have.
Et juste là, à côté des Nintendo Switch, vous pouvez voir une Xbox Series S. L'année dernière, je vous ai parlé de la série X et du pourquoi elle était mieux que la série S, mais Xbox vient tout juste de sortir une nouvelle série S en conservant son design blanc iconique, qui en plus niveau design va bien dans mon meuble télé, et dans une configuration avec un SSD de 1TB et plus 512 Go, donc ça c'est vraiment mieux. Et surtout à côté de tout ce que j'ai déjà en termes de console et de PC, c'est largement suffisant. Alors c'est pas un monstre de puissance clairement, mais quand je vois comment elle fait tourner tous les jeux sans trop de difficultés, même le dernier Black Ops 6, et quand on prend en compte le Quick Resume qui permet de mettre en pause et de jumper entre les jeux, la super manette Xbox, le prix très doux des séries S et le catalogue ultra fourni du Game Pass, pour moi, il n'y a pas photo. Et je pense même que pour la grande majorité des joueurs, une série S est beaucoup plus intéressante qu'une PS5. Juste au-dessus, vous pouvez voir que j'utilise une barre de son ultra fine de chez Samsung. C'est la S800 qui, combinée aux caissons de basse fournis et à sa compatibilité Dolby Atmos, procure un son ultra bon et impressionnant vu la taille du dispositif. Gros point positif de ce setup, à moins de 300 €, c'est que combiné avec une télé Samsung, on peut activer ce qui s'appelle le Q-Symphony, et on peut donc faire fonctionner en même temps la barre de son et les haut-parleurs de la télévision pour un rendu encore plus riche et détaillé. Et bien évidemment, vous vous en doutez, j'ai cette télé Samsung, une télé mini LED de 65 pouces, 4K datant de 2022, un achat que je ne regrette pas, tant la qualité d'affichage est impressionnante, et dans cette taille de 65 pouces, c'est à couper le souffle. Perso, j'aime bien la technologie mini LED. C'est un petit peu le meilleur des deux mondes, entre le LCD et l'OLED. On a des noirs très profonds, une luminosité vraiment élevée, et pas de risque de burn-in comme sur les OLED, donc ça c'est cool. Et sur cette télé, si le matériel est impeccable, je regrette un petit peu plus le logiciel avec une interface dépassée, ultra lente et saccadée, un vrai cauchemar. J'ai donc dû me rabattre vers un boîtier dédié. D'abord j'ai pris une Apple TV 4K, mais récemment Google a lancé le Google TV Streamer, une sorte de chargeur sans fil qui en fait est une box télé sous Android TV. Et c'est l'occasion de vous dire que j'adore Android TV. C'est clair, c'est efficace, c'est assez fluide et c'est bien amené. C'est l'interface télé que je préfère, et j'avais avant une clé Google TV, mais c'était limité à du Full HD, c'était un petit peu lent, même si j'en étais super satisfait, là il fallait que je passe à la 4K. Et là donc Google sort une version plus poussée, avec un accès à la domotique, avec une full intégration de Google Home, et notamment sur la télécommande, puisqu'on a un tout petit bouton, mais entre la taille de l'appareil, qui est loin d'être discret, et une hausse des performances de seulement 20% par rapport à la clé Google TV, pour un prix qui est plus que doublé, puisqu'ici on est à 120 €, je trouve que c'est un petit peu une occasion manquée de la part de Google. Pour autant, n'allez pas croire que je me suis séparé de mon Apple TV 4K, puisqu'elle est ici, dans la chambre à coucher, couplée avec le tout nouveau vidéoprojecteur de Jabber, le T2. Et c'est avec cet appareil qu'on se rend compte que les petits vidéoprojecteurs ont énormément évolué en l'espace de quelques années. Là, pour seulement 350 €, Jabber propose un vidéoprojecteur Full HD de 450 lumens, capable de projeter une image 2 fois plus grande que ma télé du salon, et tout ça avec une batterie intégrée pour tenir 2h30 hors du secteur, et avec un système son JBL ultra performant. En plus, il fait les corrections automatiques de trapèze et de profondeur, il est possible de zoomer, et il a même l'autofocus. Malheureusement, le système d'exploitation est plus que basique, et c'est pour ça que j'ai mis l'Apple TV directement sur le vidéoprojecteur, pour une expérience optimisée au fond du lit. Et donc là aussi, dans ce genre de configuration, ce Jabber T2 est rapidement un achat assez intéressant. Si on revient au bureau, il faut aussi que je vous parle des 6 caméras que j'utilise au quotidien. Tout d'abord, ma caméra principale, celle qui m'accompagne depuis la première année de la chaîne, la Panasonic Lumix LX10, un appareil photo compact expert avec un capteur de 1 pouce, une ouverture de f1.4 et une focale de 24 mm. Et ce setup permet d'avoir une bonne image assez lumineuse avec un super flou d'arrière-plan, malgré un capteur de seulement 1 pouce. C'est un appareil que j'adore et que j'utilise exclusivement comme là, en Full HD et pour me filmer en face camera. Je trouve le rendu vraiment bon. J'ai pas vraiment prévu de changer, mais je viens de voir que Fujifilm venait de sortir le XM5 et il m'intéresse pas mal. Ensuite, une caméra que j'ai achetée à la fin de l'été 2024, la DJI Osmo Pocket 3. Une caméra que j'essaie d'intégrer progressivement dans mes habitudes car elle manque pas d'avantages, comme un capteur de 1 pouce, une stabilisation mécanique, un écran frontal, de la 4K 60 fps en log. Mais l'ouverture assez faible et les 18 mm rendent une image un petit peu moins sympa que mon Lumix. Et donc pour l'instant, je m'en sers surtout comme caméra facecam quand je suis en déplacement. Pour les plans un petit peu extrêmes, notamment sous l'eau ou au ski, j'utilise les caméras de la gamme Go de chez Insta360, des caméras vraiment excellentes avec un super rendu pour leur taille. Ça coûte moins de 400 € et si évidemment ça vaut pas une GoPro sur la qualité pure, c'est vraiment super pratique au quotidien.
Et ma Go 3, moi, elle est toujours dans mon sac à dos. Pour mes plans un petit peu moins risqués, mais surtout main libre et avec un petit côté surnaturel, je commence à utiliser dans mes vidéos des drones autonomes. C'est des petits drones sans manette qui traquent notre position. C'est vachement pratique dans mes tests de montre quand je pars courir. Et actuellement, à la maison, j'ai les deux opposés. J'ai le DJI Neo à 200 € et le Hover Air X1 Pro Max à 800 €. Et ces drones, je vais pas tarder à vous en parler sur la chaîne. Et enfin, petite particularité de cette chaîne par rapport notamment aux autres chaînes YouTube à plus de 50 000 abonnés, c'est que l'intégralité de mes plans d'illustration de produits depuis plus de 3 ans sont à réaliser au téléphone. Alors depuis janvier, c'est le S24 Ultra qui alimente la chaîne et désormais je commence à switcher sur l'iPhone 16 Pro pour voir ce qu'il peut m'apporter de différent. Faire grossir une chaîne en utilisant principalement un smartphone, c'est possible et c'est important pour moi de rester focus là-dessus. Avoir un setup léger, fiable et quand même performant, pour moi, c'est le combo gagnant et ça permet à mes vidéos d'être moins bloquées dans un studio comme beaucoup de mes collègues youtubeurs. Donc pour l'instant, ça me va. Cependant, si l'image c'est bien, on ne le répétera jamais assez, mais le principal c'est l'audio. Et dans l'objectif de faire simple aussi, depuis 3 ans, je suis sur le Blue Yeti X, un micro qui commence clairement à être dépassé, mais il fonctionne encore et le rendu est pas dégueu, donc j'ai pas forcément envie de changer. En déplacement, j'ai essayé d'utiliser les Holyland Lark M2, mais j'arrive pas à bien les paramétrer pour avoir un bon son. Donc progressivement, j'ai intégré le micro JBL Studio, un micro assez classique mais quand même compact et léger que je mets toujours dans ma valise quand je pars et qui me permet d'avoir une super qualité sonore. Les vidéos des Pixel Buds Pro 2 ou de la GT5 Pro sont enregistrées à l'étranger avec ce micro par exemple. Pour le montage, avec le MacBook, je connecte souvent mes AirPods 4, mais vu la batterie médiocre, je fais la grande majorité de mes montages avec le JBL 910p, un casque hybride PC et PS5, mais le rendu, la réduction de bruit, la connectivité Bluetooth et la batterie me font garder ce casque que j'aime beaucoup depuis plus d'1 an maintenant. Et surtout, qui dit studio dit réverbération du son. J'ai donc gardé mes panneaux acoustiques que j'avais achetés il y a 2 ans chez Thomann. Alors c'est pas donné, mais ils sont assez esthétiques et permettent d'avoir un effet immédiat sur l'audio dans une pièce. Ça vient casser un petit peu le côté réverbération. Ma pièce n'est pas encore parfaite, mais ça aide beaucoup. Dans la même veine, je viens d'installer ces panneaux en bois que j'ai achetés sur Amazon. 180 balles les 4, ça pique, mais là aussi, ça fait un coin différent, à l'esthétique cool, et l'effet audio est bien présent, donc je valide. Pour m'éclairer dans la pièce, j'utilise principalement ces 2 keylights de chez Elgato, les mêmes qu'il y a 2 ans. Des lampes Wi-Fi fonctionnant par application mobile ou PC, c'est donc très simple. Ça prend pas de place et je trouve le rendu largement suffisant. C'est juste dommage que Elgato ne fournit pas des caches ni d'abeilles pour éviter le côté diffus de la lumière dans la pièce, mais là, je pinaille un petit peu. En éclairage secondaire, j'ai 2 barres de chez Govee, anciennement accrochées à l'arrière de l'écran, mais là j'ai préféré les mettre sur les côtés pour un côté un petit peu plus lumière d'ambiance. Et là pour le coup, c'est pilotable par Google Home, donc c'est cool. Et j'ai aussi ces 2 têtes lumineuses de chez Ikea. Une me sert de support pour mon MetaQuest 3 et l'autre pour mon casque Sony. C'est pratique, esthétique et je trouve super chouette. Et enfin, pour continuer sur la déco, il y a un iPhone 3GS, un Game Boy Color et une NES, des véritables icônes des années 80, 90 et 2000. Et donc voilà, c'en est tout de ce tour de ce setup. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert plein de produits. S'il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder en description, il y a tous les liens d'achat qui sont présents. S'il y a des questions que vous vous posez à la suite de cette vidéo, posez-les-moi en commentaire de la vidéo, je tâcherai d'y répondre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, puisque la chaîne va pas tarder à passer en version 2.0. Donc ça serait bête de rater quelque chose et de rater un changement. Et en attendant la prochaine vidéo de la chaîne, prenez soin de vous et salut!